Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'émission Tech et Transmission. On est mercredi 16 juillet 2025. Et donc, je suis Elsa Tanous, animatrice de l'émission, accompagnée aujourd'hui de ma co-animatrice. Salut, Chef. Allô, Elsa. Ça va? Ça va. Contente de t'avoir encore aujourd'hui avec moi. Ça fait du bien ton duo. Alors, si vous nous retrouvez pour la première fois, Tech et Transmission, c'est l'émission qui connecte les générations et met en lumière les hommes et les femmes de la tech d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que l'on aime beaucoup. C'est donc tout ce qui concerne les frontières invisibles et comment travailler à reconnaître et à dépasser ses limites dans un monde professionnel, technologique. Et donc pour ce faire, aujourd'hui, on a deux super invités. Oui, je suis tellement ravie ce soir-là de recevoir Wissal Jouak et Catherine Nadeau, qui sont, bonsoir, à ma façon, je voulais dire, deux coups de cœur à différents niveaux. Wissal que j'ai rencontré au HEC dans des compétitions académiques, puis tout de suite, j'ai vu une super belle personnalité en elle, puis quelqu'un de déterminé avec un beau leadership. Donc, rapidement, là, quand elle a gradué, j'ai été la tirer pour qu'elle vienne nous voir avec des Women. Puis, donc, j'étais vraiment contente quand elle a accepté d'être avec nous. Et Catherine également. Catherine, j'ai vu pour la première fois au niveau professionnel. Chez KPMG, on s'était rencontrés vite fait, puis j'ai aussi eu une connexion. Je me suis dit, mais quelle belle vibe qu'elle est cette personne-là. Puis j'en parlais à mon conjoint. Je disais, j'ai rencontré Catherine aujourd'hui, une belle femme. Puis il dit, son nom me dit quelque chose, je la connais. Et là, il me parle d'une histoire. Il dit, quand j'étais au cégep, on avait un programme en histoire où on avait voyagé en Europe, puis Catherine nous accompagnait dans le voyage. Elle était auxiliaire du professeur d'histoire. Je dis, non, je pense que tu te trompes parce que en technologie, c'est pas elle. Elle ne peut pas être associée en ce moment puis avoir été en histoire. Mais oui, en effet, c'était la même Catherine. Donc, le monde est très petit et donc, c'est deux personnes que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup. Bonsoir encore, mesdames, bienvenue. Wissal, je vais rajouter que tu es dans le documentaire Femme en Tech et alors, tourné en début d'année. Donc, merci encore d'avoir participé. Merci à vous pour l'invitation. Catherine, bienvenue. Moi, j'aime bien les histoires des gens qui ne sont pas encore en tech et puis qui finissent en tech, donc en technologie. Donc, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Avec plaisir. Pour ma première question, Wissal, ça va être pour toi. Qui es-tu? Quel est ton parcours? Parle-nous de toi, de ce que tu as fait, de ce que tu fais maintenant et de pourquoi la technologie se trouve. Merci Elsa. Donc moi je suis arrivée à Montréal à mes 18 ans en 2019. J'ai commencé après un bac, un diplôme d'études secondaires en maths physique. En arrivant ici, je voulais découvrir d'autres horizons. Donc j'ai commencé à l'UDM en année préparatoire en sciences humaines et sociales. D'accord. Tout en gardant mes cours de maths et de philosophie pour me garder toutes les portes ouvertes quand même. Puis pendant cette année, j'ai compris comme quoi ce qui m'intéressait le plus, c'est la business. Donc, je suis revenue à HEC Montréal pour faire mon BA en intelligence d'affaires. Pour l'abréviation, c'est BI. Dès mon premier cours avec Francine Giroux, je me rappelle. C'est la première professeure qui m'a fait découvrir la BI, le monde de la donnée. J'ai eu un coup de cœur pour cela, pour le monde de la technologie de la donnée. Donc en même temps de faire mes études à HEC, j'ai rejoint LGS, une compagnie d'IBM, où j'étais en support d'une équipe RH qui plaçait des consultants chez les clients. D'accord. Je faisais du nettoyage de données basique pour apprendre un peu le monde de la donnée. Puis en même temps, j'ai découvert que je voulais être à la place de ces consultants complexes. Donc c'est pour ça que j'ai fait le saut directement à Créatech pour commencer dans le monde de la donnée comme consultante. Puis à ce moment-là, j'étais sur SAP for Analytics Cloud, je faisais du CDD, CDS, du DataSphere. C'est beaucoup de... c'est bon. On vulgarise l'information parce que le public qui nous écoute n'est pas forcément de notre milieu. Et on a envie qu'ils y soient, donc on facilite un peu. Donc CDS, qu'est-ce que c'est? Donc les CDS, puis DataSphere, puis tous ces éléments, c'est vraiment des modules dans SAP. SAP, c'est un ERP, c'est un logiciel qui standardise l'information puis qui uniformise toutes les données de l'entreprise. Puis dans ces outils-là, moi j'étais plus spécialisée dans le côté BI, dans le côté de la donnée. Donc je traitais les données, je les nettoyais, je visualisais les données. C'est ça ce que j'ai fait pendant 1 an et demi chez Créatech. Puis en même temps de mes études et
cette expérience de travail, j'étais aussi présidente de l'Association des technologies de l'informatique. C'est comme ça que à HEC Montréal. Oui, à HEC Montréal. Puis c'est là que j'ai invité pour la première fois Michel avec nous aujourd'hui. Donc, c'est là que j'ai été invitée à un événement de réseautage à KPMG. Puis j'ai été recrutée. Exactement. Voilà. J'ai été recrutée. Puis ça fait déjà 2 ans que je suis chez KPMG. Puis je suis toujours aussi passionnée par le monde de la donnée et de la Est-ce que tu aimes bien travailler à KPMG? Tu veux cligner les yeux. Donc, j'adore ça. Lisa nous expose son parcours. On dirait que tu as 10 ans d'expérience. Je vous assure, elle est toute jeune. Merci beaucoup, Lisa. On a avec toi, du coup, Catherine Nadeau, qui est ta supérieure à KPMG, n'est-ce pas? Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Même question pour toi. Donc, on a bien compris, auxiliaire pour tout ce qui est histoire. Donc, ça, c'est le tout début. C'est le tout début, effectivement. La tech, je me dirigeais pas là du tout au départ. J'ai un bac et une maîtrise en histoire. Wow. Et je dois rajouter en histoire médiévale. Oh, wow! Ouais. Tu es définitivement notre profil préféré. Disons que la technologie, c'était les microfiches, les microfilms et les parchemins. Donc, durant mes études, ça ressemblait à ça. Mais entre mon bac et ma maîtrise, j'ai fait un certificat en gestion des documents et des archives à l'époque. C'était dans les années 2000, début 2000. Et c'était encore très, très papier. On n'était pas encore beaucoup dans la technologie. Les téléphones cellulaires n'existaient pas. L'Internet était là, mais c'était encore... ça faisait quand même quelques années, mais c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Finalement, donc, oui, de fil en aiguille, j'ai essayé d'avoir... Je m'avais enseigné le français en Angleterre. Je suis revenue, j'essaie de trouver un poste dans un cégep parce que c'était vraiment ça mon objectif avant. Et finalement, ça ne fonctionne pas. Donc, je me suis trouvé un autre poste dans une organisation grâce à mes études au certificat, donc en gestion d'information, gestion documentaire. Dans ma tête, c'était temporaire. Puis finalement, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ça peut être super intéressant. Le contexte était vraiment dynamique. On était en 2006, l'organisation était en train d'annoncer une transformation numérique, donc de passer d'un environnement papier à digital. Il y avait beaucoup de choses à faire. Je me souviens d'avoir codé un intranet avec bloc-notes. C'était après ça, on avait de la numérisation, bien sûr, mais aussi du changement de processus, gestion de changement, gestion de projet. Donc, c'est vraiment en pleine mouvance. C'est vraiment ce qui m'a intéressée et ce qui m'a interpellée. Puis, je dois dire que j'ai toujours eu, dès que j'étais très jeune, on avait de la technologie chez nous. J'ai eu la chance, mon père travaillait chez Bell, puis il a eu accès à un ordinateur quand j'étais très jeune. Donc, j'avais accès à ça à la maison. On avait un téléphone cellulaire dans l'auto, la grosse chose qui prenait la moitié de l'espace des pieds du passager avec une méga antenne sur le toit. Donc j'ai toujours eu un intérêt pour la technologie. Fait que ce projet-là m'a amené à me dire ça peut être intéressant finalement, je me développe, il y a plein de choses à creuser. Fait que j'ai fait au final 6 ans en entreprise au total et dans 2 organisations. Puis ensuite, j'ai joint KPMG, ça fait maintenant 13 ans de ça, c'est en 2012. Toujours dans un même volet, données, information, transformation numérique, utilisation de la technologie et tout. Donc, toujours un peu dans ce film-là. Voilà. On rend pas ça, mais quelqu'un qui a un bac en histoire métier. Ah ouais, c'est ça. Associé chez KPMG en technologie, c'est fou. Hein? Incroyable. Et ces 2 générations qu'on a en face de nous aujourd'hui, Lucille, comment tu sens? Là, le syndrome d'imposteur, c'est impressionnant, c'est très très impressionnant. Je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Donc on a 2 parcours différents, mais quand même 2 visions du monde qui se ressemblent, parce que quelque part vous vous retrouvez à faire des choses que vous aimez aujourd'hui, qui n'étaient pas forcément prévues à la base. Puis aujourd'hui on vous parlait de comment on ose prendre sa place, comment on dépasse les barrières, les frontières, etc. Mais ça, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es toi-même freiné sans te rendre compte? Tout dans l'évolution de ta carrière, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit non, je ne prends pas cette opportunité, je ne suis pas capable? Puis c'est drôle, tu as mentionné tout à l'heure le syndrome d'imposteur. Tu l'as dit naturellement, puis je pense qu'en tant que femme, on parle beaucoup de ça. C'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions. Et tu l'as dit sans même t'en rendre compte. Exactement. Puis c'est exactement un peu le questionnement. Tout à fait. On se remet en question toujours.
pendant notre parcours. On fait pas trop, personnellement, là, je faisais pas trop confiance en mes compétences avant. Puis en commençant, je me rappelle, je te donne un exemple concret. Oui. Quelques jours après avoir rejoint KPMG, je reçois un appel d'un directeur d'une entreprise, d'une compagnie ici à Montréal, que j'ai rencontré aussi à travers mes implications dans la vie associative d'HEC Montréal. Donc, s'il y a un truc pour les étudiants, c'est impliquez-vous. Je veux que les jeunes prennent des notes pendant l'émission. Impliquez-vous, c'est important. Mais c'est ça, il m'a appelé, puis il m'a dit « Ah, Wissal, ça fait déjà un an qu'on se connaît, je sais que tu travailles sur SAP et tout, puis là, j'ai une opportunité pour toi. » J'étais en mode, j'ai rejoint KPMG. Il était en mode, ok, juste écoute-moi puis on verra. J'étais en mode, ok. Là, il me dit, j'ai un poste de leader BI dans l'entreprise, puis tu vas gérer une équipe de 4 personnes. C'est pas beaucoup, c'est un bon début pour toi. Puis aussi, tu as des compétences en SAP, dans le domaine de BI et tout. Puis je serai ton supérieur. C'est encore bon. Puis c'est parce que je connais très bien la personne. Puis en plus, c'était un très 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 bon salaire. Okay. J'ai directement dit non. J'ai directement douté de mes compétences. J'étais pas du tout. Je peux pas gérer une équipe, je peux pas être leader, c'est pas moi, ça me correspond pas, c'est fou. J'étais en mode, je suis pas aussi compétente que ça pour le faire. Je n'ai qu'un an et demi d'expérience en SAP. Dans quoi je vais me lancer? Et tant mieux pour KPMG parce que t'es restée là-bas. Ça marche, non, c'est bien ça. C'est parfait pour KPMG, mais le directeur a vu quelque chose en toi qu'elle n'a pas vu en elle, a un an et demi d'expérience. Et c'est fou comment les gens ont l'impression, les gens voient plus chez nous de ce que nous on voit. C'est incroyable. Ouais, tout à fait. Je suis totalement d'accord. Souvent, c'est les personnes qui voient en nous des compétences que nous-mêmes en toutes, puis on ne croit pas en nous. Puis souvent, c'est un truc que je vois souvent chez des femmes, que genre, ils se doutent plus que les hommes. Les hommes ont la chance de genre, ils se lancent même s'ils ne sont pas sûrs s'ils sont capables ou pas. Mais c'est ça. Donc, c'est un exemple que j'ai pour toi. Puis c'était vrai. Là, avec du recul, je regrette pas du tout parce que j'ai beaucoup appris chez KPMG, puis je me développe en plusieurs aspects, plus que juste du SAP, donc c'est bon. Mais quand même, je me dis, à ce moment-là, c'était par manque de compétences, par manque de confiance en mes compétences, et non pas par manque de compétences. C'est fou. J'adore cette discussion. On va juste devoir faire une petite pause musicale, mais on va revenir parce que moi j'ai hâte d'en apprendre plus sur les autres anecdotes. On va écouter Les Ombres de Isla Oiseau et on revient dans 2 minutes. Restez à l'antenne. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'émission Tech et Transmission animée par les Alex et Michel Paquin. Aujourd'hui, on a Wissal Jawad avec nous, Catherine Nadeau, pour parler donc de comment repousser les barrières, prendre sa place dans un milieu masculin technologique. Mesdames, ça va? On reprend la discussion? Parfait. Après quelques minutes de pause musicale, Wissal, on est en train de discuter un peu de qu'est-ce qui t'a freiné sans que tu t'en rendes compte. J'ai une autre question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a aidé à oser prendre ta place, saisir une opportunité dans un milieu qui est compétitif? Très bonne question. Je dirais que j'ai appris à faire cela plus chez KPMG. C'est grâce au leadership qui croit en nous, qui nous pousse puis à prendre des risques, puis qui assure toujours nos arrières. C'est vraiment très rassurant. C'est très rassurant. Puis on ose aussi faire saisir plus d'opportunités, prendre plus de risques et savoir où est-ce qu'on aime plus travailler, puis comment on veut faire les choses. Puis tout ça, c'est grâce vraiment au leadership du gestionnaire jusqu'à l'associé. C'est vraiment tout ton entourage là qui joue un grand rôle. Puis je dis il parce que je suis quand même dans une équipe très masculine, puis on parlait un peu comme quoi c'est majoritairement des hommes. Puis je tiens à souligner comme quoi ce sont des alliés. Ce sont des alliés qui ont cru en mes compétences et qui m'ont poussé à aller plus loin, à relever plus de défis. Donc je remercie mes alliés pour ça. On remercie tes alliés pour ça. On parlait tout à l'heure d'associés de leadership, donc Catherine, ça va complètement rentrer dans ta cour, hein, bien évidemment. En tant qu'allié, en tant que
qu'associée en tant que la personne qui porte un peu la casquette du leadership. Est-ce que toi, tu as déjà senti certaines limites qui t'étaient imposées consciemment par ton environnement, ton rôle de femme, de maman aussi? Oui, en fait, je dirais, puis en réfléchissant à la question, je me dis, je pense qu'il y a beaucoup de limites aussi qui sont imposées par moi-même. Donc, je me suis imposé mes propres limites. Puis, tu sais, je te rejoins, Lisa, quand tu me mentionnais un petit peu plus tôt, tu sais, je dis non à une opportunité, etc. Fait que je pense que un peu de la même façon, c'est beaucoup des... Je pense pas que ça ait des limites qui aient été imposées, plus des limites peut-être qui étaient... je me retrouvais pas dans les modèles qu'on avait. Quand j'ai commencé en conseil il y a 13 ans, il y avait beaucoup d'associés qui étaient des hommes avec des conjointes à la maison qui s'occupaient des enfants. Donc, c'est un modèle un peu différent. On était très en présentiel avec nos clients, beaucoup de déplacements, beaucoup de voyagements. C'est un modèle qui me convenait peut-être moins quand j'ai grandi dans la firme, où je me souviens en 2019, à l'automne 2019, j'avais des discussions, puis je disais avec mon gestionnaire de performance, qui est un allié pour moi aussi, puis il voyait les qualités ou les compétences pour progresser puis devenir associé, puis je lui avais dit, tant que mon fils ne soit pas plus âgé, je ne pense pas que ça va être possible. Alors que la pandémie a amené une certaine flexibilité en fait, avant, on avait Skype for Business, les clients ne l'avaient pas vraiment, des conférences téléphoniques avec des numéros d'en plus finir, ça marchait. C'était difficile, le virtuel n'était pas vraiment bien implanté nulle part. La pandémie a amené cette flexibilité-là de pouvoir travailler à la maison si on était malade. Donc ça, c'est très apprécié. Et d'être aussi performant. Ça amène quand même un autre enjeu où l'on doit encore poser ses limites parce que ça fait qu'on peut être connecté 24 heures sur 24. Donc, ça devient un défi, je trouve, de tous les jours de dire, même encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je peux dire, yes, check, c'est fini, c'est fait, les limites, je gère ça très bien. Je pense qu'il y a toujours une réflexion, une décision, un moment où je me demande, est-ce que j'accepte cette opportunité-là? Est-ce que ça fonctionne avec mon parcours? Donc, il y a quand même une réflexion stratégique derrière ça, un choix, puis après ça, de dire non, c'est quand même c'est pas facile. Et très souvent, ce que j'essaie plutôt de faire, c'est de dire non, mais voici une solution ou une alternative. Donc, j'offre une liste de solutions. J'essaie aussi beaucoup de plus en plus d'offrir la place à d'autres. Donc, si je refuse une opportunité, je vais plutôt ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Donc, le leadership qu'on parlait tantôt. Oui, ça. Exactement. Du coup, tu parlais tout à l'heure de avant la pandémie, après la pandémie, cette notion qu'on a maintenant d'être hyper connecté, même si on travaille de chez nous. Comment est-ce que, en tant que femme, leader, maman, on arrive à un point où on se dit « je ne veux pas m'épuiser ». Oui, puis c'est ultra important parce qu'on ne peut pas être brillant, intelligent et performant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, c'est impossible. Il faut avoir des temps de pause pour que notre cerveau soit capable de travailler, le subconscient et tout, et pour qu'on puisse revenir énergisé et intelligent, que j'appelle. Depuis que je suis revenue de mon congé de maternité, j'ai trouvé que c'était plus facilement, des fois, acceptable de dire je quitte parce que j'ai un enfant. Des fois, je trouve que encore dans la société aujourd'hui, quand on a un enfant, ça va être permissible qu'on quitte plus tôt. Puis, peut-être, Lisa, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais des fois, quitter quand on n'a pas d'enfant, on se sent pas, c'est quoi, toi, ta bonne excuse, Lisa, pour partir? Je travaille, les heures supplémentaires. Donc, c'est ça. Donc, il faut être capable de dire non, de trouver le moment, puis de trouver son rythme aussi. En fait, je pense que c'est ça. Moi, j'ai trouvé un rythme, parce que les heures, elles sont... C'est sûr que quand on sait, on travaille quand même fort, on va le dire. J'ai trouvé mon rythme où je travaille peut-être... Je me lève tôt, donc je travaille tôt le matin, je finis ma journée plus tôt. Donc, c'est des façons de faire dont on arrive à essayer de mieux organiser son propre horaire selon ses besoins. Mais c'est un défi, ça reste un défi tous les jours. Puis c'est pas facile non plus.
Il nous reste 3 minutes, mesdames. J'aimerais bien qu'on puisse donner des conseils justement à des femmes qui sont dans ta position à toi, Catherine, et aussi dans ta position à toi, Missal. Comment est-ce qu'on embarque là-dedans? C'est un voyage, hein, c'est un voyage professionnel, c'est des choix, c'est des décisions. Est-ce qu'on devient maman? Si on l'est, comment est-ce qu'on s'organise? Si on ne veut pas l'être, c'est notre choix aussi. C'est comme, quel est le conseil que vous donnez à une femme qui nous écoute aujourd'hui et qui se dit la technologie, ça m'intéresse, mais pour toutes ces raisons, j'ai peur? Mais moi, je dirais il faut oser. Puis, il ne faut pas se limiter sur le niveau des connaissances qu'on a. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des compétences, la curiosité, puis un intérêt pour la technologie. Puis après ça, évidemment, il y a un volet de se respecter là, lorsqu'on parle des limites, là, mais oser. Il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce qu'il n'y en a pas qui l'ont fait avant qu'on ne peut pas le faire, qu'on ne peut pas les prendre les premiers. Parce que tu sais, Catherine, on a dans la technologie, il y a 25% à peu près, entre 23 et 25 de femmes en technologie, mais parmi elles, il n'y a que 11% de femmes qui accèdent à des postes en leadership. Et c'est pour ces raisons-là aussi, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, oser, c'est ce qu'on leur dit à ces femmes, pour que le chiffre de 11% évolue. Clairement. On a besoin de profils différents aussi. Oui. De la diversité, ça apporte une meilleure... 35% de performance en plus, c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Merci Catherine. Missal, comment est-ce qu'on conclut? Je rejoins Catherine sur ce point parce que souvent on attend d'être prêt pour se lancer, mais souvent il faut juste se lancer, puis on va prendre sur le chemin, on va s'adapter, puis on sera à la hauteur, c'est sûr. Puis je parlais souvent pendant notre discussion d'alliés. Oui, c'est important de bien s'entourer, d'avoir de bons alliés qui croient en nous quand nous-mêmes on doute de nos compétences, peu importe. Puis aussi, il faut prendre soin de soi, savoir que ce n'est pas un luxe dans un monde compétitif, c'est vraiment une obligation. C'est ce qui va nous permettre de durer, puis de continuer à aimer ce qu'on fait, je trouve. Continuer à aimer ce qu'on fait. Moi, je veux quand même lever mon chapeau aux entreprises qui accompagnent des jeunes profils comme toi, Missal. L'émission dernière, on a salué et remercié Groupe Aversita. Aujourd'hui, on va faire la même chose pour KPMG parce que c'est important pour des jeunes profils. Nous, on travaille beaucoup vraiment d'arrache-pied chez G-Women pour que de plus en plus de filles et de femmes accèdent à ce genre, à cet univers-là. Mais ça prend aussi des entreprises qui nous accompagnent, qui ont confiance en nous et qui donnent de la place aux jeunes. Donc, encore merci à Groupe Aversita, à KPMG de donner cet espace-là, ce safe place-là aux jeunes profils comme toi. On va finir là-dessus. Michel, est-ce que tu veux conclure avec quelque chose avant que je range notre thème? Non, mais c'est juste un petit clin d'œil. On avait fait un documentaire qui s'appelle Famantech et alors, puis le message aussi était oser. Puis quand on reçoit des femmes, souvent après ce qu'on entend, c'est oser, soyez curieux. Je trouve ça beau, la volonté. Mais je trouve ça beau qu'à chaque fois, c'est un peu ça qui revient. Donc, ça explique beaucoup les contraintes qu'on se met, puis on essaie de dire, ben, vas-y un peu plus loin, tu sais, essaie d'oser d'aller plus loin. Puis c'est vrai ce que Missal, tu disais, on ne sera jamais prête. C'est pour ça que si tu attends le bon moment, on ne sera jamais prêt. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de pousser un peu plus les barrières. Parfait, pousser les barrières, oser. C'est sur ces mots qu'on va clôturer cette émission. Merci encore à toutes les trois d'avoir été avec nous. Merci au metteur en ondes Mohamed. Et je vous dis à mercredi prochain. Merci, bye bye. Merci.